à tous et bonjour, bienvenue sur La Ruche Média. Je suis aujourd'hui avec Philippe Bailly. Je suis enchantée de vous recevoir sur La Ruche Média. On va parler aujourd'hui d'NPA Conseil. Vous êtes fondateur. Vous allez bien? Oui, très bien, Ouais. parfaitement. Oh bah, génial. C'est une société que vous avez créée en 2001. Suite à, vous êtes anciennement journaliste économique et vous avez aussi conseillé différents ministres, aussi le ministre de la Culture, on en reparlera un petit peu plus tard. Et vous avez un regard assez large du coup du fait de votre expérience sur ce que sont les médias et la transformation numérique. Parfois, c'est des mots qui peuvent paraître un petit peu étranges. Je voulais voir avec vous parler du colloque que vous organisez, je crois, 2 fois par an. 2 fois par an. Et ça Voilà. sera le 30e à l'automne prochain. En effet, donc vous vous y êtes mis très tôt pour arriver à faire comprendre ce qu'est le mot transformation et le mot numérique sont des mots parfois un peu flous et 2001, c'est précurseur quand même. Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de ces langages-là au public et aux gens du secteur? Avant de créer NPA, Mm. j'avais travaillé effectivement dans des ministères, j'avais été journaliste, mais j'avais aussi travaillé sur ce qu'on appelait à l'époque le multimédia. Oui, C'était déjà du digital, de la d'accord. production de DVD-ROM, de CD-ROM, CD-ROM, ah oui. de la mise en ligne de premiers sites web pour des magazines du groupe Hachette à l'époque. Mhm. Et en 2001, l'idée pour moi, ça a été de travailler sur la digitalisation des médias, ce qu'elle allait apporter comme transformation des services, comme modification des usages, et puis un peu comme redéfinition de la chaîne de valeur. Et de ce point de vue, les choses sont encore allées bien au-delà de ce que j'avais pu penser. Dans les usages, il y a évidemment le passage de tuyaux ou de canaux qui étaient purement verticaux. On vous Mhm. pousse un contenu, et vous rentrez ou vous ne rentrez pas, mais en tout cas vous n'avez pas beaucoup de choix, Oui. à maintenant une logique du à la demande qui fait que chacun est son propre programmateur, choisit son écran, choisit son lieu, choisit son moment. Du point de vue des acteurs, ça a été l'arrivée d'abord des opérateurs télécoms Mhm. avec la télévision sur ADSL, de pure players, donc des plateformes vidéo comme YouTube dès 2006 par exemple, et puis maintenant un monde qui se globalise, dont les frontières sont en train de tomber, Mhm. et dans lesquelles la technologie numérique, ça permet d'accueillir de plus en plus d'invités autour de la table, ce qui ne rend pas forcément le Ouais. partage toujours plus simple. Non, tout à fait. On se rend bien compte, là, il y a justement le colloque qui a eu lieu la semaine dernière, donc le 30e, Non, le le 29e, 29e. donc ce printemps c'était le 29e, Oui, et à l'automne ça sera le 30e le colloque 30e. NPA Le Figaro. Ah, incroyable. Donc c'est un partenariat qui existe depuis longtemps et pour justement donc toute une journée, on va expliquer comment ça se passe ce colloque. Donc toute la journée, il y a des tables rondes, vous avez des invités prestigieux, des ministres, des députés, enfin peu importe, en tout cas tous ceux qui font la société d'un point de vue économique, société et politique. Et l'idée c'est de pouvoir converser avec les gens du secteur, ce sont les gens qui viennent souvent au colloque, c'est pour arriver à une pédagogie, à expliquer aussi aux gens du secteur comment fonctionne cette évolution numérique, parce que 2001, c'est quand même, j'insiste, c'est précurseur quand même. Vous avez eu une petite étoile là qui s'est allumée en disant il va se passer quelque chose. On ne comprend pas tout, forcément. Et en 2011, au moment où la TNT s'est généralisée en France, je me rappelle avoir déjeuné avec quelqu'un du secteur qui Mmh. m'a dit mais finalement ça y est, maintenant tu peux fermer boutique. J'ai eu la gentillesse de ne jamais lui ressortir cette Oui. citation, mais lui par contre n'était pas précurseur. Pour revenir au colloque, l'idée c'est de se donner du temps, donc une journée entière, Mmh. avec des intervenants qui viennent un peu de tous les métiers, Mmh. y compris enfin, les pouvoirs publics, mais des producteurs, des patrons de chaînes, des distributeurs audiovisuels, des gens qui fabriquent éventuellement des écrans, enfin bref, d'avoir tout le monde autour de la table, Mmh. pas tous au même moment évidemment, Oui. donc de varier les formats avec parfois des formats de table ronde, jamais plus de 4 participants parce que Mmh. au-delà on n'est plus dans un dialogue, on est dans une succession de monologues, Mmh. d'avoir aussi des keynotes, donc Oui. une personne, éventuellement des moments à deux ou à trois, enfin donc d'avoir des formats Mmh. différents. Pour animer tout ça, d'avoir des journalistes spécialisés qui donc maîtrisent à la fois la forme, la Oui. dynamique d'un débat, mais qui maîtrisent aussi le fond, et donc qui peuvent un peu pousser les invités. Mmh. Et puis en forme, disons,
de cerise sur le gâteau, c'est aussi de nous-mêmes d'injecter un petit peu de vidéo en préambule, en introduction des différentes séquences. Mhm. On était particulièrement heureux, notamment à cette édition, d'un partenariat qu'on a fait avec l'INA, euh, dans lequel on a pu puiser quelques instants de vidéo. Et c'est très intéressant dans la manière où ça remet en perspective le temps long et les modifications. Par exemple, j'ai gardé l'image du patron de l'ORTF en 1971, Mhm. qui Mhm. expliquait déjà à l'époque comment l'ORTF faisait des coproductions internationales. Finalement, ça n'est pas très différent Oui. de ce qu'on pourrait entendre aujourd'hui dans la bouche d'un patron de chaîne, sauf que lui, il était en noir et blanc, et puis il avait le petit phrasé pointu Oui, qu'on voilà. avait à l'époque. C'est ça. Et en effet, c'est vrai que vous avez eu le patron de Facebook France sur cette 29e édition et vous ne l'avez pas ménagé, c'est très juste. Marjorie Paillon et vous avez apporté vraiment le fer à cette marque qui parfois abuse dans sa façon de communiquer ou d'être tout simplement. Donc c'est assez intéressant parce que voilà, dans ce colloque-là, on apprend et on n'a pas le sentiment simplement que quelqu'un vient vendre sa soupe. C'est vraiment l'idée, c'est de pousser les portes. L'idée, effectivement, autour de Facebook, mais ça s'applique à d'autres, hein, Mm. c'est qu'on connaît Facebook et pour beaucoup d'entre nous, on l'utilise. On sait que c'est devenu une puissance économique importante et sans doute un vecteur que les annonceurs apprécient. On sait aussi qu'il y a un certain nombre de sujets de polémique autour de la protection de la donnée privée, Mhm. autour de la captation de valeur, etc. Et donc la proposition qu'on a faite à Laurent Soli, c'était de venir en se confrontant vraiment à ces questionnements. Et il Mhm. l'a fait très Oui, bien, ouais. très franchement Oui, et c'était très clair, simplement. oui. Et ce qui en a fait effectivement une séquence intéressante de cette journée. Ah oui, totalement. Il y a une volonté, enfin, il y a quelques temps, vous avez écrit un livre qui s'appelle L'exception culturelle, plutôt un peu comment finir avec l'exception culturelle. Et l'idée, c'était plutôt de parler de rayonnement culturel. Est-ce qu'on peut aussi parler de rayonnement numérique? Oui, on peut absolument parler de rayonnement Hmm. numérique. Il faut même de plus en plus penser D'accord. dans ces termes. Hmm. Le bouquin que j'ai écrit, qui était titré de manière un peu provocatrice Hmm. pour en finir avec l'exception culturelle, c'était surtout pas une prise de position contre les acteurs français, qu'ils soient chaînes, producteurs, auteurs, etc. C'était plutôt de dire, dans un monde dans lequel les frontières sont en train de tomber, les frontières technologiques, les frontières réglementaires, les frontières économiques, et dans lequel on voit arriver des acteurs de plus en plus puissants, et qui résonnent de manière de plus en plus globale. Ce qui a été créé à un moment, les règles qui en faisaient cette exception culturelle, Mhm. aujourd'hui, ça ne protège plus les acteurs nationaux. Au contraire, parfois, c'est les affaiblit dans cette nouvelle concurrence. Oui, ça nous rend vulnérables. L'Europe est justement, on est samedi, demain il y a une élection importante européenne qui mobilisera peut-être pas beaucoup de Français parce qu'on parle de 60% d'abstention, mais il y a justement une concurrence dingue d'un point de vue nouvelle technologie entre l'Amérique et la Chine. On vient d'en entendre parler. Trump et Huawei, la marque qui sera certainement punie et blacklistée aux États-Unis et qui risque de perdre son système d'exploitation. Comment est-ce que l'Europe, par rapport à ça, d'un point de vue technologique, vu qu'en effet vous parlez de frontières qui tombent, peut arriver à exister dans ce combat des titans? Alors, la difficulté quand on parle du conflit entre Huawei et les États-Unis, c'est qu'il y a des considérations technologiques, des considérations diplomatiques et des considérations économiques qui se mélangent et qu'il n'est pas toujours facile d'y voir très clair. Mhm. Sur la techno, les Américains disent que la technologie de Huawei, quand elle est installée dans les réseaux 5G en particulier, Mhm. permet de détourner de la data vers la Chine et donc devient un instrument d'espionnage industriel ou politique. Mhm. Aujourd'hui, la preuve de ce qu'avancent les Américains n'a pas été vraiment apportée. À l'inverse, le gouvernement français et Emmanuel Macron notamment disent qu'on peut intégrer des éléments Huawei, en tout cas certains des éléments Huawei dans les réseaux 5G en distinguant en fonction de la nature des équipements et de leur côté plus ou moins sensible. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si on ne travaille pas avec Huawei, la 5G prendra beaucoup de retard. Mhm. Et donc, pour revenir aux États-Unis, il y a d'abord une espèce de compétition ou de volonté de Donald Trump d'affirmer son leadership mondial Voilà. avec des attitudes un peu fluctuantes, Mhm. etc. Il y a aussi une guerre commerciale qui fait du mal
à l'économie mondiale. L'OCDE a révisé à la baisse la croissance de l'économie mondiale parce qu'évidemment, à un moment, si les produits ne peuvent plus circuler, ça diminue la consommation, ça diminue les exportations, les importations. Enfin, à la fin, il y a moins d'activité, moins de croissance, potentiellement moins d'emplois. Mhm. Voilà, donc sur Huawei, il me semble que la position qui a été retenue par la France et puis plus globalement par les Européens est une position de sagesse, Mhm. de dire c'est pas blanc ou noir, Oui, c'est une partie des équipements Huawei, peut-être pas tout, peut-être qu'il faut être attentif à certaines parties. Et pour le reste, puisque demain ce sont les élections européennes, mhm. ce qui restera, ou parmi les éléments qui resteront marquants dans le bilan de la commission Juncker, c'est tout ce qui a été fait pour créer un marché unique numérique européen, Oui. près d'une quinzaine de textes, des directives, des règlements qui ont touché à la fois les réseaux, le passage au très haut débit, l'introduction de la 5G, et puis des dimensions plus culturelles, Mhm. les droits d'auteur, l'exposition de l'œuvre européenne dans les services de SVOD. Enfin, il y a eu un travail important qui a De été fait. conduit par la Commission, Mhm. qu'il reste à finaliser avec des transpositions autres, mais en tout cas le socle est là. Et par rapport à la commission précédente, commission Barroso, Mhm. dans une prise de conscience du fait qu'à un moment, enfin, la souveraineté culturelle, c'est aussi quelque chose sur lequel il fallait préserver l'Europe, et les textes qui ont été pris y aideront. Et en effet, dans le numéro 29 colloque, il y avait Pierre Moscovici qui est venu justement parler de ces actions qui ont été faites pour justement créer une Europe plus forte. Mais en étant lucide, est-ce que déjà l'Amérique ne se fait pas du mal en faisant cette guerre avec la Chine? Et nous-mêmes, est-ce que, en étant vraiment lucide, est-ce qu'on peut arriver à concurrencer d'une certaine manière d'un point de vue technologique pour exister réellement? On n'est pas très solidaire, mais on fait tout pour, vous le dites, on fait tout pour. Est-ce que réellement c'est réaliste? Il y a un certain nombre de guerres que l'Europe a perdues, Mm. sur d'abord des dimensions industrielles. Ça fait longtemps, malheureusement, qu'on ne fabrique plus d'ordinateurs, qu'on ne fabrique plus ou presque plus de smartphones, qu'on ne fabrique plus de téléviseurs. Donc, les appareils eux-mêmes ne sont pas européens. Les systèmes C'est important d'exploitation ça. qui les font tourner, Mm. ils sont signés par Google, par Microsoft, Voilà. par Apple, ils ne Mm. sont pas européens non Mm. plus. Pour autant, l'Europe n'a pas perdu toutes les guerres, et en particulier, elle n'a pas encore perdu les guerres de demain autour de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance vocale, etc. C'est vraiment sur ces terrains nouveaux qu'aujourd'hui, il y a des enjeux à préserver ou des positions à préserver et à gagner, de façon à ce qu'effectivement, demain, l'Europe soit pas simplement Oui. un débouché commercial pour des produits venant d'ailleurs. Oui, exactement. Parce que c'est vrai que l'Amérique, en se comportant comme cela, elle force la Chine à créer son propre système d'exploitation. Donc du coup, Absolument. WhatsApp et ces applications fondamentales qui permettent de communiquer les uns avec les autres n'auront plus voix au chapitre en Chine. Donc à nous de nous comporter de la même manière, ne serait-ce que par rapport aussi à Netflix, on en parlait lors du colloque aussi. Il y a une phrase très importante lors de la dernière table ronde qui m'a intéressée, qui sont « Si les produits sont bons, ils trouveront toujours leur vecteur, leur canal pour pouvoir exister. » Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a énormément d'acteurs et que parfois mettre tout le monde autour de la table et arriver à s'entendre, c'est compliqué. Est-ce que c'est avantageux finalement d'avoir différentes plateformes? Netflix sera concurrencé demain aussi par la Chine et l'Europe essaye de créer sa propre plateforme. Est-ce que de toute évidence c'est un avantage pour les créateurs parce qu'ils trouveront preneurs dès l'instant où leur produit est valable? En tout cas, la multiplication de la concurrence, si on reste dans l'univers de la SVOD, au-delà de Netflix et Amazon, mais avec demain des initiatives Oui. locales, Mm. BritBox en Grande-Bretagne, Salto en France, et puis des services qui vont être lancés par de grands studios américains, Disney, Disney. Time Warner, Mhm. par Apple aussi à partir de la rentrée. Ça va créer dans un premier temps une situation peut-être compliquée pour le consommateur, s'il doit multiplier les abonnements, s'il doit savoir Mm. quel studio détient les droits de telle série pour décider là aussi de ce à quoi il va s'abonner, ça crée en tout cas des débouchés pour les producteurs français, européens, mondiaux, parce que ces services qui se multiplient, vont tous avoir besoin de catalogues, et y compris de productions fraîches, inédites. Et c'est là où il y aura certainement des choses intéressantes à faire Oui. pour les acteurs
européens et français. Oui, tout à fait, parce que les diffuseurs sont ceux qui, aujourd'hui, ont le pouvoir parce que c'est là qu'on peut distribuer nos produits. Mais si demain, il y a des plateformes prêtes à investir et à créer, du coup, la charge du pouvoir sera un peu différente par rapport aux diffuseurs audiovisuels. Absolument, il Ouais. pourrait y avoir une Ouais, c'est forme de intéressant. rééquilibrage. Oui, c'est là où cette, transformation numérique est assez incroyable. L'information, on en parle beaucoup, c'est presque devenu un gros mot. Moi, j'ai envie de rendre ces lettres de noblesse à ce mot-là, parce que c'est très important d'informer. Vous êtes, journaliste aussi. Comment, aujourd'hui, vous vivez cette, défiance dont on parle beaucoup au niveau de l'information, avec tous, les différents canaux qui existent pour s'informer? Comment arriver à me faire entendre que, il faut vérifier, mais pas être complètement obsédé par la vérification d'informations et avoir un média auquel on peut avoir confiance. D'abord, il y a des grands médias qui ne sont pas forcément ménagés par les opinions publiques, Mm. mais qui globalement font le job, que ce soit la presse, la radio, la télé. Mm. On lit, on entend peu de choses fausses, et de toute façon, quand il y a quelque chose de faux ou d'approximatif qui est exprimé, soit le public lui-même réagit, Mm. soit le régulateur, le CSA, et c'est assez vite rectifié. Donc on a d'abord un socle qui est assez solide. Il y a ensuite des canaux qui permettent de faire circuler pour le meilleur et pour le pire de l'information, des contenus de plus en plus vite. Maintenant, l'unité de compte, c'est la seconde. C'est Mhm. vraiment, on est dans le monde du temps réel. Mm. Le temps réel, malheureusement, ça pousse parfois à l'approximation. On va vite. Ça va vite, Ouais. et puis ça peut créer des bulles, du coup, à un moment autour d'une approximation, des buzz, entre guillemets, sur des sujets qui n'ont pas lieu d'être. Et un bon exemple, c'est l'histoire de la pitié salpêtrière Oui. du ministre de l'Intérieur qui a affirmé que des manifestants Attaquer. avaient attaqué Mm. l'hôpital, alors que la vérité s'est révélée autre. Mhm. Ils se sont surtout réfugiés Réfugiés pour se protéger. pour se protéger. Donc, mais entre le moment où ça a été affirmé par le ministre de l'Intérieur, le moment où on a pu rectifier, il s'était passé 12, 15 heures, enfin une journée. Et malheureusement, certains seront restés d'ailleurs sur la première affirmation, n'auront pas forcément entendu Ouais. les correctifs qui sont venus plus tard. Donc c'est nécessaire sur ces plateformes d'adapter les solutions de chasse aux fake news, entre guillemets, enfin, donc de correction. Facebook et un certain nombre d'autres acteurs, enfin, et y compris le gouvernement, se sont réunis à l'Élysée le lendemain de notre colloque pour évoquer ces sujets, pour prendre des engagements. Laurent Soligne, à notre colloque, est venu dire les moyens que Facebook déployait, c'est-à-dire 5 partenaires français, dont l'AFP, dont Le Monde, dont 20 minutes, et puis je crois plus d'une vingtaine dans le monde, pour aider au quotidien à débusquer ce qui est faux, ce qui est... Donc, d'un point de vue de maîtrise de l'information, il y a aujourd'hui une Mm. mobilisation pour lutter contre les fake news. Il y a à côté de ça un moment de tension politique, Mhm. en France, pas seulement, enfin, lié au populisme, etc. Et ce moment de tension, il conduit aussi un certain nombre enfin, de Français, mais de citoyens de partout en Europe et dans le monde, à, à adhérer aux fake news, ou en tout cas adhérer à une sorte de complotisme Oui. euh, face auquel c'est compliqué parfois de résister. Enfin, la vérité officielle est presque, par définition, Mise en doute. voilà, mise en doute. Et là, la réponse pour eux, elle n'est pas seulement dans des dispositifs, encore une fois, de vérification, de fact-checking, etc. Elle est aussi une réponse politique, faire en sorte que nos sociétés retrouvent plus de cohésion, Mm. qu'il y ait moins d'amertume, et qu'au final, on soit donc moins tenté d'aller toujours chercher une vérité alternative par rapport à ce qui nous est dit dans les grands médias. Oui, voilà, c'est ça. Dans les grands médias, parce que c'est vrai que comme ça se multiplie, il va y avoir comme les 34 listes des grands et des petits candidats, des grands et des petits médias. Mais l'avenir, dans le travail que vous faites avec vos différents clients, c'est justement d'apporter une pédagogie et une information autour du fait que tous les médias peuvent devenir des grands médias demain, et de la façon dont on les crée, dont on les utilise. Dès qu'on a un téléphone, on est quelque part un média. Et on est de plus en plus, nous, public, renseignés.
de la manière que je pense vos clients. Est-ce que vous voyez une différence, et ce sera la dernière question, par rapport à 2001, le moment où vous avez créé votre structure, et aujourd'hui, quand vous conversez avec eux, quand vous leur expliquez un petit peu ce qu'il s'agit au niveau de la transformation numérique, est-ce qu'il y a une différence des mentalités, un changement? Enfin, il y a Ah, ça globalement doit être parce que une ça fait. révolution des têtes, Ouais, parce que celui qui serait resté dans le même état d'esprit qu'en voilà, c'est ça. 2001, Vous avez ses affaire à une autre jours seraient un génération. petit peu comptés. Mais pour prendre un exemple qui est celui de la presse quotidienne, il y Mm, a 10 ans, certains expliquaient que la presse n'en avait plus que pour quelques années. exactement. C'est ce qu'avait dit par exemple Arnaud Lagardère pour justifier qu'il allait progressivement se dégager de la presse. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de titres, Le Figaro, Le Monde, Les Échos, ont pris le sujet à bras-le-corps, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas abandonné leur publication papier et la Mhm. diffusion de ces publications papier. Ils leur ont donné d'ailleurs un prolongement avec des versions numériques qui permettent de prendre des abonnements et donc de vendre ces titres, non seulement en France, mais partout dans le monde à ceux qui s'intéressent à l'information de qualité en français. Et puis, ils ont formidablement fait évoluer leurs pratiques numériques, Mm. leur maîtrise du web, leur maîtrise des applis, la capacité à être justement dans la réactivité, donc à manier l'alerte, à se faire des papiers très courts, mais sans non plus renoncer à la vérification de l'info, enfin aux bases du Oui, métier. Et cela commence, enfin, on récolte vraiment les fruits. Et puis, quand on voit aux États-Unis, le New York Times par exemple, mhm. se dit que la presse n'est pas morte, et tant mieux. Et voilà, bon, c'est très positif. J'aime beaucoup tout ce que vous nous avez dit là, parce que c'est assez positif déjà d'entendre que nous sommes pas complètement obsédés par la fake news, parce que on peut, voilà, l'information est de qualité globalement. Voilà, donc ça c'est très très intéressant. Et le prochain colloque, vous savez pas encore, ça sera en novembre, ça sera cet Ça sera au automne, mois d'octobre au ou de mois d'octobre, novembre. On est en train de de voir les réfléchir à sa date thématiques. exacte. Et puis, sur les thématiques, on cherche une manière de rebondir sur le Mm. fait que ça sera le 30e, donc le 15e anniversaire du premier colloque. Peut-être avec une thématique un peu positive Ouais. autour de « et si c'était mieux demain ?» et Ah, pour rompre un peu avec la sinistrose. ben voilà, mais j'aime beaucoup, mais ça correspond à la conversation qu'on a eue là. C'est des enjeux importants, la transformation numérique, et vous en parlez avec, voilà, avec objectivité, avec, voilà, avec intelligence. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de vous rencontrer. Donc je suis ravie. J'espère que vous avez passé un bon moment sur La Ruche Média. Merci beaucoup, Philippe Bailly, Merci, et à merci. très bientôt. À très Au bientôt. revoir. Au revoir.